Le mouvement paysan n'a pas 30 ans, c'est le CNCR qui a 30 ans. Le mouvement paysan, la date de repère que nous gardons, le mouvement paysan est un processus qui a démarré dans plusieurs endroits du Sénégal sans qu'il y ait une concertation. On peut se rappeler de l'année 1968 où un foyer de jeunes de Roncre s'est mobilisé pour défendre leurs parents riziculteurs parce qu'ils se sont rendus compte que la SAED les exploitait. Et ce mouvement a pris de l'ampleur pour devenir les foyers qui sont devenus après l'amicale du Waalo. Il y a eu en même temps toujours dans cette zone une initiative Koliverde dont un des représentants est là qui s'appelle Najirou, qui était également dans une réflexion sur l'avenir de leur Fouta et comment ils voudraient pouvoir y vivre. Il y a également dans la zone du Sine Saloum, avec l'animation de l'Église catholique sur les organisations professionnelles. Et là, il y a eu une initiative qui a débouché par l'AJAS, Association des jeunes d'agriculteurs du Sine Saloum, qui est devenue ADAC et ARAF. Il y a eu également en même temps, au niveau de la Casamance, des jeunes hommes préoccupés de l'avenir de leur région parce qu'ils voyaient que les filles partaient en grande masse dans les villes pour travailler et gagner de l'argent. Et c'est cela qui est devenu la JAC. Et également, au niveau du centre, il y avait la réflexion qui a donné naissance au comité de Bamba, l'entente, etc. Et tout cela après une grande association qu'on appelle la maison familiale, l'Association nationale des maisons familiales. C'est lors d'une visite de Senghor en France qu'il a découvert cette association et il a voulu que ça se fasse au Sénégal. Et donc c'était une initiative très intéressante, mais évidemment qui était sous la tutelle du ministère du Développement social. Et donc, comme vous le savez, nous devrions aller un peu en arrière, en 1950. De 1950 à 1960, il y a eu des initiatives pour le développement de la filière arachidière par une société qui s'appelait Iracho. Et pour qu'il y ait l'équipement, pour qu'il y ait la traction animale, il fallait qu'on dessouche les arbres. Et cela, évidemment, a été officiellement autorisé, mais il était aussi dit qu'après, ils vont payer les paysans pour planter des arbres en ligne, ce qui n'a jamais été fait. C'est ce qui a amené tout ce que vous voyez de la région de Louga, Fatick, etc., toute la zone arachidière qui est dénudée. Et donc, la pauvreté rurale s'expliquait tout simplement parce que la commercialisation de l'arachide était dans les mains des Libanais. Et donc, qui étaient les interfaces avec les comptoirs français. Et donc, la marge, la plus grande partie de la marge, était entre ces Libanais et l'État. Et donc, quand nous sommes arrivés en 1960, un acte important a été pris par le gouvernement. C'est de dire, maintenant les Libanais, vous allez nous excuser, il faut que les gens soient responsables de leur filière. Ce qui a amené l'idée des coopératives. Alors, si cette idée est géniale et que personne ne peut dire que ce n'est pas bon, ça a été évidemment des coopératives administrées. Parce qu'une coopérative, c'est uniquement une association des gens qui volontairement se mettent ensemble, qui ont partagé des idées et qui veulent se développer. Et donc, au lieu de les laisser,
c'était ce qu'ils appelaient l'homme cadre qui avait la coopération, qui les encadrait de A à Z. Alors, ça a été la déformation de la responsabilisation des paysans. Donc, on ne pouvait rien faire si l'ABC n'est pas venu, agent de base de la coopération. Après, il y a eu d'autres systèmes qui sont venus. Alors, si la vision du Parti socialiste de l'époque était bien et qui a été matérialisée par la circulaire 32, qui est devenue historique, élaborée par Mamadou Dia à l'époque, président du Conseil, qui a expliqué un peu la vision que le Sénégal de demain voudrait avoir. Et là, vous allez vous retrouver avec la création de l'ENEA, avec l'école nationale des monitrices rurales, avec l'école des enseignantes, etc. Tout un système pour l'animation rurale, d'après eux, pour éveiller le monde rural. Mais tout simplement, toujours avec ce lapsus que c'est administré. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'à l'indépendance, les fonctionnaires étaient des fonctionnaires colons. Ils étaient formés et ils travaillaient sous la directive des colons. Donc ils n'étaient pas décolonisés dans leur système de relationnel avec les populations. Et donc, malgré leur bonne volonté, ils étaient toujours bloqués. Alors là, il faut attendre, c'est nous qui devons le faire, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Donc c'est ça qui a tué l'initiative, parce que les initiatives étaient bloquées. Il fallait des autorisations. Alors que dans une association, quand les membres se réunissent, ils décident, ça s'applique. Voilà donc un peu ce qui s'est passé. Et donc, depuis 50 jusqu'à cette période, il n'y a pas eu de progrès sur la responsabilisation. La responsabilisation, c'est de s'asseoir, de discuter, d'échanger et de décider. Et après, les résultats, on les assume. Voilà. Donc quand tu décides, si c'est bien, tu l'assumes, si c'est mal, tu l'assumes. Alors, cet esprit de coopérative ne s'est pas limité à l'agriculture. On avait des coopératives des villages au niveau national, l'Union nationale des coopératives agricoles, l'Union nationale des coopératives de pêche, l'Union nationale des producteurs, des coopératives horticoles, des producteurs, toutes les catégories professionnelles étaient organisées. Donc en pyramide. Évidemment, comme c'était le parti État, et donc cette pyramide était la base de la politique politicienne du parti État. Alors chaque fois qu'il y a des questions un peu compliquées, vous êtes taxé que vous êtes contre Senghor, vous êtes contre le gouvernement, et puis ça devient compliqué. Donc c'était fermer la bouche, suivez les instructions, on va vous développer. Et cette période, il y a eu deux impacts négatifs. Ils ont introduit le mauvais crédit. Le mauvais crédit, c'est le crédit populaire. Les gens viennent à la place publique, on dit, on est venu aujourd'hui pour recenser les besoins de crédit. Alors Aziz lève la main, il dit, il faut m'inscrire, moi je veux une charrette, un semoir, une houssine, etc. Mais il y a 2 ans, Aziz a demandé ça encore, et on lui a donné. Et quand maintenant, Choy dit, Aziz, il dit voilà, il est contre lui, etc. Est-ce que c'est pour toi, hein? Etc. Et tout le monde savait que ça, c'était un système pour aller revendre. Bon, donc vous voyez, mais le crédit n'est pas populaire. Un crédit, c'est entre celui qui a besoin du crédit et celui qui accorde. Donc ce n'est pas venir s'asseoir sur une liste, etc. Alors donc c'était la politisation, et cela met les gens dans une situation, parce que le jour où tu veux discuter un peu ou faire du bruit, on vient te demander, mais cela il faut payer. Donc c'était pour fermer la bouche. L'autre élément négatif, c'est les semences d'arachide. Peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, certains le savent. Les semences d'arachide étaient données sur la base d'abord de l'impôt. Voilà. Donc de l'impôt, tu payes l'impôt, tu as droit à l'arachide. Et qu'est-ce que les gens font? Et puis les sourgas. Bon, quand les sourgas viennent, il y avait 15, 20 dans certaines familles, tu payes l'impôt pour chacun. Donc tu as 20. Et donc, on appelait la distribution des semences traite Bundaou.
C'était la petite traite parce que tu vois des familles qui ont 5 tonnes, 7 tonnes, 8 tonnes, alors qu'ils n'ont que 5 hectares d'arachide. Donc c'est devenu aussi cette attitude d'irresponsabilité. On fait n'importe quoi, etc. Tant que tu es, le système n'est pas dérangé. Alors donc, et cela nous poursuit jusqu'à maintenant. De mauvais crédits, c'est là où on a dit, et également les semences. Jusqu'à présent, nous sommes dans cette dynamique. Alors, en 1973, il y a eu évidemment la grande sécheresse. Cette grande sécheresse a été une catastrophe. Pour la première fois, des milliers de Sénégalais ont appris, certains ont vécu, que toute une année, dans une zone, il n'a pas plu. Il y a eu des suicides. Des gens se sont suicidés parce qu'ils ont perdu tous leurs cheptels. Il y a eu des animaux qu'on vendait à 1000 francs, etc. Ça a été très, très, très dur. Et c'est pendant cette période que le président Léopold Sédar Senghor, paix à son âme, a décidé d'annuler la dette des paysans. Mais en annulant la dette des paysans, on a aussi ramassé ce que les paysans déposaient là-bas. Il y avait ce qu'ils appelaient, comment ça? Je l'ai oublié. Le fonds mutualiste. Non, oui, c'est le fonds de stabilité. Le fonds mutualiste. Oui, mais les 10 francs là. Hein? Voilà, les ristournes. C'est les ristournes, c'est-à-dire on dit le prix, c'est 30 francs, mais tu payes 2 francs de kilo qu'on met dans ce fonds-là. Voilà, donc, hein? Péréquation, donc tu mets 2 francs. Alors, quand on a annulé les dettes, on a annulé aussi cette caisse. Elle est partie. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire combien d'argent était dans la caisse, parce que tout était au niveau central. Et alors, donc, et ça, c'est parti. Alors, on a annulé, effacé la dette. Dans un Sénégal où on dit des failles d'undu failles, vivant ou mort, tu payes la dette. On a dit, on a effacé la dette. Les gens ont dit, dès que Borigour, et voilà encore ce qui nous poursuit. Mais ça ne s'est pas limité à Senghor, paix à son âme. Abdou Diouf l'a fait. Abdoulaye Wade l'a fait. Le président Macky Sall l'a fait. Donc durant 4 exercices, on a entendu qu'on a annulé les dettes. Ça, ce sont des choses qui sont collées à nos ailes. Jusqu'à présent, on les porte. Alors, quels ont été les impacts positifs? Le fait qu'il y ait des coopératives, même si c'était administré, et que les Libanais sont sortis du système, les gens, l'arachide, qui était à 15, 20, 30, est arrivé à 40 francs. Et il y a eu de la richesse monétaire qui a commencé à se développer dans le milieu rural. Cette richesse monétaire a permis à certains d'entre vous d'aller faire des études parce que les parents prenaient cet argent pour payer les études de certains de leurs enfants. Mais la difficulté fondamentale, c'est que nous, les ruraux, on n'existait pas par nous-mêmes. Recensement, on nous dit combien nous sommes, combien de foyers nous sommes, combien d'hectares nous produisons, de combien de céréales, etc. Donc, nous étions photographiés, pesés, analysés par d'autres, sans débat. Voilà. Donc, nous, on attend. On nous dit, voilà. Jusqu'à un moment, quand on faisait les cartes d'identité, on demande à certains paysans, qu'est-ce que tu fais? Il dit rien. Parce que agriculteur, c'est rien. Il y en a même qui nous disent, et on a entendu ça, les femmes, la même chose, parce que ménagères, donc là où on était arrivé à une présence qui n'était pas, comment on appelle, on était là et on n'est pas là. Alors donc, dans les organisations que je vous ai citées, les gens ont commencé à réfléchir sur toutes ces questions. Et donc, en se posant des questions sur cette manière de vivre et ce qu'ils reprochent, on est arrivé à nous occuper, évidemment, de l'économie, mais surtout de l'identité. Est-ce que nous existons réellement? Si nous existons, qui sommes-nous? Et si nous voulons exister par rapport à la situation générale, qu'est-ce que nous devons faire? Et donc, comme
toutes ces initiatives interpellaient la même structure qui est l'État dans les rencontres et surtout favorisées par les maisons familiales, comme je vous l'ai dit, qui étaient sous la tutelle du ministère du Développement social. Paix à son âme, Famara Diédhiou a joué un rôle important en connaissant ces initiatives pour dire mais est-ce qu'on doit rester chacun dans son coin? Et c'est comme ça que certains se sont mis ensemble pour créer la FONGS à Roncre en 1976. Quand ils ont créé la FONGS, l'initiative, tout le monde a trouvé que c'était bien, mais on ne pouvait pas trop avancer parce que les membres étaient en construction, dans des difficultés. Et surtout que le gouvernement surveillait. Et c'est pourquoi vous voyez, on a dit FONGS, Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, parce que cela était toléré. Mais sinon, les paysans qui se regroupent, ils doivent être uniquement dans la coopérative. Il n'y a pas d'autre solution. La loi GIE n'était pas encore là, c'est en 1984. Donc il n'y avait que les coopératives. Et si tu veux faire quelque chose, on dit, mais tu es dans quel village? Tu dis, mais on dit, il y a une coopérative là-bas, il faut aller là-bas. Donc l'initiative ne pouvait pas se faire. Et voilà donc comment les choses ont progressé. Et ils ont créé la FONGS. Mais en 1973, 14, 15, 16, il y a eu des ONG qui ont commencé à venir au Sénégal, envoyées par leur gouvernement, pour accompagner la distribution de l'aide alimentaire. 1973 a été une période très dure pour nous, pas seulement la sécheresse, mais nous sommes rentrés dans un cycle d'inondation de produits alimentaires. Et pourquoi cela? Parce que en Europe, ils avaient financé leurs paysans. Ils les ont financés pour produire, pour surproduire, pour remplir des magasins et aussi pour exporter. Donc c'était une occasion pour eux de vider leurs magasins. On recevait tout, popcorn, tout ce que vous connaissez. Alors donc, cela a fait que le peu de paysans qui continuaient de produire ne pouvaient pas vendre leurs produits. Parce que dans les marchés, il y a du riz, il y a tout qui était venu pour être distribué. Et les bailleurs de fonds avaient dit au gouvernement, tu peux vendre une partie pour mettre dans la caisse. Voilà un peu comment la sécheresse a cassé également le peu de dynamisme agricole qui était chez nous. Les jeunes sont partis. Le peu de jeunes qui est là, quand il produit, il ne gagne pas. Et donc ça a été une situation catastrophique. Alors, tout en continuant ce processus, ces gens qui se sont retrouvés ont commencé à être contactés par des ONG qui sont venus regarder qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et comme eux, ils ont déjà réglé toutes ces questions-là, les organisations des paysans, les coopératives responsables, ils ont accompagné. Et parmi ces ONG, nous allons citer 3. Il y a les ONG créées par les organisations professionnelles agricoles. Certains d'entre vous ont entendu parler de l'AFDI. C'était ça. C'est la FNCA, qui est le syndicat des paysans français, qui ont créé une ONG pour dire, vous allez vous occuper de l'accompagnement des paysans dans la situation au Sahel. Vous avez entendu parler de Oxfam. C'était aussi une grosse organisation internationale qui s'occupait de plusieurs choses, mais qui a, dans la situation de sécheresse, commencé à regarder cet aspect-là. Mais il y a eu aussi Agriterra. Peut-être certains d'entre vous l'ont entendu. C'est une ONG hollandaise. Et il y a eu Trias. C'est une ONG de la Belgique. Donc voilà un peu ces ONG, tout en faisant le travail que leur gouvernement leur a demandé, ils ont expliqué aussi à leur gouvernement qu'il y a des initiatives qu'il faut appuyer parce que c'est ça l'avenir. Alors donc ça a été une occasion. Mais il y a eu une organisation exceptionnelle, intéressante,
qu'on a appelé 6S, se servir de la saison sèche au Sahel et en savane. C'est parti d'une observation. Pendant la sécheresse, on dit mais il y a un problème au Sahel. Du mois de janvier au mois de juin, dans la plupart, la grande majorité du Sahel, il n'y a pas d'activité. Les jeunes partent pour chercher du travail et reviennent quand on est à l'approche des premières pluies. Et 6S donc s'est focalisé sur est-ce qu'on peut aider pour que les jeunes puissent rester chez eux après la saison des pluies pour pouvoir faire des activités. Mais cette organisation, à sa création, il y avait des leaders paysans. Abdoulaye Diop, paix à son âme, Demba Mansaré, paix à son âme. C'était les deux au Sénégal qui faisaient partie. Et il y avait aussi Rukiatou Tall du Mali, etc., paix à son âme, etc. Et il y avait en ce moment un grand mouvement paysan au Burkina qui s'appelait le groupement NAM, avec Feu Bernard Ledraogo. Et donc ce sont ces gens-là qui se sont mis ensemble, aidés par la coopération suisse et des organisations catholiques de la Hollande et chrétiennes et protestantes de l'Allemagne pour financer. Le 6S a été un cas parce que 6S ne demandait pas que tu présentes un projet. 6S, c'était des principes. On voulait savoir d'abord comment vous vous êtes créé, pourquoi vous vous êtes créé, qu'est-ce que vous faites. Et c'est à partir de là qu'ils vont vous accompagner. Et cet accompagnement ne peut pas se faire s'il n'y a pas une organisation de ton pays qui te parraine. Et deuxièmement, 6S a trouvé une solution importante, c'est la valorisation du travail. Vous avez vu quand le gouvernement aide ou bien les partenaires, ce que vous avez fait pour vous-même n'existe pas. On parle seulement de l'aide que vous avez reçue. Avec 6S, ça dit on va valoriser. Donc si vous faites 4 heures de temps dans le champ collectif, on calcule homme-jour. Et on voit le coût de la journée de votre village. Si vous faites ça 50 fois dans l'année, alors on valorise ça et ça devient votre autofinancement. Il y a également eu le développement des chantiers écoles, qui est devenu après chez nous PEFA, des paysans après nos paysans. Donc tout ça, ce n'était pas des Européens qui étaient là pour le faire, c'était toujours entre les paysans. Et donc cela a été, mais surtout la formation. C'est à travers ce système que, ici à la FONCS, nous avons eu la copie. Non, le cadre opérationnel de pilotage. Ici, à la FONCS, ça fait 30 ans qu'on forme les leaders paysans avec les techniciens ensemble sur la planification. Quoi, pourquoi, pour quel résultat, comment, et comment vérifier tout cela. Tous les leaders de la FONCS aujourd'hui sont sortis de ce processus, avec évidemment des experts, paix à son âme Bernard Lecomte, qui a refusé d'être fonctionnaire de l'Union européenne parce qu'il est convaincu que le développement par projet n'est pas possible. Et il est devenu un expert indépendant au service de la base. Avec Loïc Barbodette, que certains d'entre vous connaissent, qui est professeur d'université et qui a dit non, ce qu'on enseigne et ce qu'on essaye de faire passer aux gens, ce n'est pas la réalité. C'est des choix personnels.
Et nous avons eu aussi d'autres, même des Sénégalais. Il y a un qui est assis ici, Ousmane Diaye, qui a fait départ volontaire et qui après est revenu avec nous, Marius Dia et d'autres. Donc, c'est tout cela qui a fait que vous êtes là aujourd'hui. Vous tous, nous tous. Et donc, le mouvement, ce n'était pas d'abord l'économie. Ce n'est pas ça qu'on a discuté. C'était notre identité. Qu'est-ce que nous devons être chez nous? Pourquoi nous devons être cela? Est-ce que nous avons un apport à faire dans la manière dont les choses se passent? Et donc, quand on est rentré dans ce processus, nous avons eu beaucoup de problèmes. Parce que nous étions minoritaires. Parce que les fonctionnaires ne cessaient de dire aux autres que ces gens-là, ils veulent gâter votre affaire. Ils font semblant de connaître, etc., etc. Et puis ils sont en lien avec des Blancs. Il y a toutes sortes d'histoires. Et donc, au niveau de la FONCS, en 1991, nous avons organisé un atelier sur notre identité. Et c'est au cours de cet atelier que nous sommes sortis avec la problématique, nos avoirs, nos savoirs et nos pouvoirs, qui a été le fer de lance et qui nous a permis de négocier avec la FAO un financement pour travailler sur un thème, quel avenir pour les paysans sénégalais. Vous vous rappelez bien qu'il y a eu l'ajustement structurel qui a démantelé toutes les sociétés publiques, mais également qui a fait que l'État n'apportait plus rien au monde rural. C'est ce qui a amené en 1984 la loi des GIE et la création de la CNCAS. Donc ces deux instruments, évidemment, vous avez su comment ça s'est passé. Mais quand nous avons fait cette étude, d'abord, il y a des éléments qu'il faut connaître. C'est pour la première fois que des paysans recrutent des experts internationaux. C'est nous qui les avons recrutés directement à la FONCS. Ils étaient avec les leaders paysans de la FONCS pour travailler sur tout, les TDR, etc. Et quand nous avons fait ce travail et que nous voulons présenter les résultats, nous avons trouvé des astuces parce que ce n'était pas facile. C'était comme cette année, à la veille des élections. Et nous avons dit, si nous déclarons qu'on veut faire ça, ils vont refuser. Et une fois que l'État refuse, on ne peut plus. Donc on n'a rien dit. Nous avons préparé des affiches. Et un vendredi, on a mis les affiches partout. Que notre rencontre va se faire sous la présidence du président de la République. Et le président de la République devait aller à Popenguine. Et la sécurité lui a dit, Monsieur le Président, vous devez ouvrir un séminaire le lundi et vous ne nous avez rien dit. Il dit, je ne suis pas au courant. Ah bon? Alors, dans les téléphones et tout, il dit, bon, quand même, je vais demander au Premier ministre d'y aller. Et donc, quand on a fait ça, quand l'autorité vient ouvrir quelque chose, il vous demande de faire le discours. Et alors, donc, ils ont téléphoné ici. Paix à son âme, c'est Ndiougou qui a pris le téléphone. Il dit, mais je suis à la FONCS. Il dit, oui. Il dit, oui, qu'est-ce que vous souhaitez? Il dit, non, c'est vous qui allez faire organiser. Est-ce que vous avez écrit une lettre au président? Et il vous a répondu. Il dit, non. Ah bon, il dit, vous ne faites rien. Non, il dit, nous, on a pensé que comme on est majoritaire dans le pays, si on a besoin du président, on peut le faire. Il dit, ah bon, vous pensez que le pays fonctionne comme ça? Il l'a insulté comme il veut. Bon, je vous ai accroché le téléphone. Après, il rappelle, il dit, préparez un discours. Il dit, mais nous, on ne sait pas faire ça. Nous sommes des paysans. On ne sait pas faire un discours. Donc, dans tout ça, on a fait notre atelier. Alors, c'est Habib Tchampé à son âme qui est venu. Et on a fait l'atelier où on a décidé de nous mettre ensemble. Et c'est ça qui est la base de la création du CNCR. Alors, pour faire le CNCR, on a pris 2 ans après cet atelier, mais on a fait appel
à des inspecteurs de police retraités, des gendarmes retraités, des magistrats retraités, des fonctionnaires des ministères retraités, pour faire le tour du Sénégal. Donc ceux-ci, ils ont expliqué aux fonctionnaires, les préfets, etc., pour dire vraiment, vous savez, c'est des anciens fonctionnaires. Donc en un mot, ils nous ont donné une garantie morale. Et les gens nous ont laissé faire. Ça a été une astuce que nous avons développée. Deuxième astuce, nous avons réfléchi pour dire la crise socio-économique du Sénégal, nous avons des parts de responsabilité. Et nous avons élaboré un document, nos responsabilités dans la crise socio-économique du Sénégal. Mais tout ce que je vous dis là, il n'y a pas de techniciens, c'est nous seulement. Nous sommes techniciens et nous sommes leaders. De temps en temps, on fait appel à des gens que nous connaissons. Alors, à la FONCS, évidemment, on a commencé à avoir 2 ou 3 personnes, lui, il va en parler. Et au CNCR, le premier technicien que nous avons eu, c'est Cheikh Amar, que nous avons fait partir de... Il était à la direction du développement communautaire et nous lui avons dit de partir, de venir nous aider. C'est le premier. Ousmane Diaye était dans des consultations, de temps en temps on l'appelle. Alors, Cheikh Amar donc a été le premier qui était avec nous. Et quand le CNCR est né, cela a coïncidé avec la fin de l'ajustement structurel. Le FMI et la Banque mondiale avaient renoué le débat avec le gouvernement pour un programme de développement économique. Et donc, on a eu la chance d'être associés à cela. Et donc, quand nous avons été associés, on a eu l'opportunité de rencontrer des consultants de la banque et avec eux, nous avons noué des relations qui nous ont permis de travailler sur le programme de l'agriculture. Et là, l'idée du PSAOP est arrivée et nous avons commencé à travailler. Il y avait des gens très très engagés, des militants qui étaient à la Banque mondiale à l'époque qui nous ont soutenus. Pour faire le PSAOP, nous avons fait un test sur 2 régions, Tambacounda et Kolda, pendant 2 ans, pour voir qu'est-ce que ça va être. Mais cela a coïncidé également à la fin d'un projet qui s'appelle Projet des petits projets ruraux, qui devait être fermé parce que mauvaise gestion. Et là également, par complicité avec des fonctionnaires sénégalais, comme l'ancien directeur du développement communautaire Mamadou Sall et des gens de la Banque mondiale, nous avons proposé pourquoi vous n'allez pas nous donner ce projet-là, comme il ne reste pas beaucoup. Nous, on va continuer et vous allez donc voir comment ça va se passer. Ils ont créé un comité présidé par le gouvernement et ils ont dit projet de développement à la base. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Quand nous avons maintenant commencé à négocier le PSAOP, ils nous ont dit, mais vous savez que tout peut se faire sauf imaginer qu'on va vous donner de l'argent à vous, les paysans. Ce n'est pas possible. Donc la Banque mondiale nous a suggéré de créer une agence de gestion des projets. C'est ce qui s'appelle AGEP. Agence de gestion des projets. Alors, on a réfléchi en disant, mais si nous, CNCR, on est avec une agence dont les membres seront recrutés par la banque et le gouvernement, notre affaire va être gâtée. Donc, c'est pour récupérer l'AGEP que nous avons créé l'ASPRODEP, Association pour la promotion du développement à la base. C'est comme ça que ça s'est passé. En disant, maintenant, mouvement paysan, nous continuons notre travail sur l'identité et nous avons maintenant un bras qui va s'occuper de la gestion des fonds, etc., etc. Donc, c'est en ce moment qu'il y a eu
l'ASPRODEP. Le financement que nous avons bénéficié, c'était 11 milliards sur 10 ans. Ce n'était pas un chèque en blanc. Les 3 premières années, nous étions audités chaque 6 mois. Parce que même avec ça, ils ont dit, bon, il faut les surveiller, quoi, parce que ce n'est pas sûr. Mais par la grâce de Dieu, chaque année, nous étions les premiers. Il y avait le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Agriculture, mais c'est toujours l'ASPRODEP qui est le premier. Le premier responsable de l'ASPRODEP s'appelait Marius Dia. Ce n'était pas Ousmane Diaye. Et donc, par la réflexion et les programmes qu'on faisait, nous sommes arrivés à mettre Marius Dia au niveau du CNCR, parce que Marius Dia, quand on l'a sorti de la fonction publique, il était le responsable du bureau études du DCR, secrétariat exécutif DCR. C'est lui qui était le responsable des études et de la planification. Donc on l'a sorti de là-bas et vous voyez bien que ce profil était un profil mieux avec le CNCR. Et Ousmane Diaye, il est socio-économiste. Donc voilà un peu ce qui a fait que nous avons choisi Ousmane pour qu'il vienne à l'ASPRODEP et Marius pour qu'il reste au CNCR. Alors, à l'époque, on avait 0 francs, donc on ne pouvait pas les payer. L'astuce qu'on a trouvée, c'est de les prendre à mi-temps pour qu'ils puissent travailler comme consultants sur des programmes et qu'ils puissent vivre. Voilà donc l'histoire du mouvement. Nous n'avons pas et nous ne sommes pas et nous ne serons pas un mouvement économique. Ce n'est pas ça. Les problématiques économiques, c'est les groupements, c'est les GIE, ce sont les coopératives. Nous nous préoccupons de la reconnaissance de ce que nous sommes, de notre dignité, tout en créant des opportunités pour les membres. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la FENAGIPECH, ce n'est pas pour rien qu'il y a CCPA, ce n'est pas pour rien qu'il y a ANAPES, etc. Ce sont ces structures qui sont créées et dont les raisons d'être, c'est l'économie. Mais nous ne pouvons pas également dire que ce n'est rien, non. Mais nous devrions nous préoccuper de ce qui fait notre raison d'être. Nous avons voulu être respectés et reconnus comme nous sommes. Nous ne voulons pas revenir sur ça. Donc c'est fondamental. Évidemment, Ousmane a dit une phrase, mais je voudrais aussi qu'il accepte qu'il y a une grande part de responsabilité à ce que l'affaire a tardé jusqu'à aujourd'hui. Moi, je les ai réunis, Ousmane et Marius, sur ce qu'on est en train de faire ici, ça fait 5 ans. Oui, bon, il va nous expliquer pourquoi ça n'a pas été possible. Bon, comme il a dit mieux vaut tard que jamais, je voudrais interpeller le président du CNCR pour dire nous n'allons plus répéter cette phrase, parce qu'il n'y aura plus, on ne laissera plus ça. On va faire ce qui nous a amenés ici. Les rôles et les fonctions doivent être respectés pour que nous puissions nous en sortir. Nous avons perdu beaucoup de temps. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé, non. Mais c'est pour dire qu'on pouvait faire mieux et aller plus loin. Alors, les raisons qui ont fait qu'ils n'ont pas fait, bon, c'est eux qui le savent. Mais moi, je trouve que le mouvement, toute personne qui travaille dans cette affaire-là, doit savoir d'abord pourquoi on a créé le mouvement. Nous avons créé ce mouvement pour que le paysan ne soit plus regardé comme ça. Et vous avez vu toutes les activités que nous faisons, l'observatoire des exploitations familiales. Ça n'existait pas. On nous disait combien nous sommes, hommes, femmes, enfants, combien nous gagnons, même ça, c'est les autres qui le calculaient. Aujourd'hui, nous sommes capables de le faire. Et nous voulons que ça fasse partie de l'histoire du Sénégal. Que nous puissions dire qu'à un certain moment, des paysannes et des paysans se sont préoccupés de leur vie pour devenir comme tout le monde. Parce que si vous regardez aujourd'hui,
80% des investissements du Sénégal, c'est un monde urbain. Ils ont amené Promoville, mais c'est dans les villes de Kaffrine. Ce sont toujours des villes. 100 000 logements. Nous, on n'est pas concernés. Vous voyez que le problème est profond. Est-ce que nous ne sommes pas des êtres humains? Pourquoi chaque fois... Alors, on crée des conditions pour que les jeunes quittent chez nous pour aller dans les villes et on continue d'investir dans les villes. Notre combat n'a pas commencé. C'est un combat qui va durer. Et nous devrons en être conscients. Je vais terminer pour féliciter mes jeunes frères qui étaient là sur tout ce que je vous ai raconté et qui continuent de porter le flambeau. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, je me mets toujours de côté. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont fait le combat avec moi et je leur fais confiance. Mais il ne faut pas que nous cherchions à être comme Najirou ou bien à être comme Babacar. Non, nous sommes, chacun est ce qu'il est. Et c'est ensemble qu'on met ensemble nos qualités et c'est ensemble qu'on va combattre nos défauts. Donc ce que je peux dire, c'est que ce mouvement-là, il ne peut pas accepter l'orgueil. Il ne peut pas accepter des gens qui n'acceptent pas, s'ils se trompent, de dire nous nous sommes trompés. C'est un mouvement qui n'admet pas qu'on pense autrement que de dire que les paysans sont des êtres humains et qu'ils ont tous les droits que tout le monde a. Pour être dans ce mouvement, vous avez vu, bon, peut-être que le directeur vous a demandé des CV. Nous, moi, je n'ai jamais regardé le CV de Ousmane, il est là. Je n'ai pas regardé le CV de Marius et je les ai recrutés. Mais je les ai pratiqués d'abord. J'ai été avec Ousmane pendant 2 ans, avant de le nommer. J'ai été avec Marius pendant 3 ans. Donc vous voyez bien, nos repères, ce n'est pas vos diplômes. C'est vos engagements et le respect de ce que nous sommes. Et si c'est la flanche, on ne peut pas s'entendre. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.